Bonjour à tous, bienvenue sur la chaîne YouTube Mécanique Sportive, c'est Nicolas. Aujourd'hui, je vous présente la nouvelle Fiat 600 en version électrique. Elle existera prochainement, à partir de l'année prochaine, en version hybride. Pour le moment, deux versions électriques ici. Je vous ai vu, vous n'êtes pas tous abonnés là sur la chaîne. Je compte sur vous, qu'on arrive bientôt à 100 000. C'est très important pour moi. Merci à tous ceux qui le font. Je vous ferai des bisous en vrai quand on se verra. Salut les amis, c'est Pierrick, journaliste sur le blog auto.com. Et bien voilà, je suis avec vous aussi sur la chaîne de Nicolas de Mécanique Sportive. Alors il m'a demandé de vous passer un message. S'il vous plaît, abonnez-vous. Il n'a qu'une envie, c'est d'atteindre les 100 000. Moi, je suis son nouvel abonné dès aujourd'hui. Alors je vous invite à faire pareil. Il a eu son bisou, lui. Cette voiture sera lancée en deux éditions. La Red, qu'on a ici, qui bosse avec une sorte d'association Red. Je vous laisse faire des recherches là-dessus. Et cette version, la Prima. Là, on en a une rouge pour le côté Red. Celle-ci existera en 3 couleurs, rouge, blanc et noir. Et celle-ci sera disponible en 7 couleurs. Celle qu'on a aujourd'hui, c'est ce magnifique orange, très sympa, avec des petits reflets plutôt jolis, tout comme ce rouge, et plutôt sympa. Alors, au niveau des tarifs après bonus, pour la version haut de gamme, donc celle-ci, la Prima, elle sera à 33 900 €, bonus déduit. Pour celle-ci, elle sera à 28 900 €, bonus déduit. Ce qui en fait des voitures plutôt intéressantes. Au niveau des capacités de batterie, on est sur les nouvelles batteries, la nouvelle plateforme qu'on retrouve par exemple sur le Jeep Avenger avec cette batterie 54 kWh et 156 chevaux de puissance. Donc, nouvelle plateforme, nouvelle batterie, nouveau moteur, et ce moteur a ici été retravaillé pour amener 50% de bruit en moins. Oui, parce qu'à l'époque, on entendait un petit peu tous ces bruits électriques. Ils se sont dit, bon, il serait bien de le retravailler. Au niveau des autonomies, c'est annoncé entre 400 km en usage mixte et 600 km en usage citadin. Bon, ça, c'est les données WLTP, c'est réalisé dans les meilleures conditions, mais on pourra faire en gros 350 km sur un usage mixte assez facilement. On verra ça pendant cet essai. Au niveau de la puissance, donc on annonce 156 chevaux pour cette voiture, un 0 à 100 en 9 secondes, une vitesse maximum limitée électroniquement à 150 km/h. Et au niveau de la recharge, on a un chargeur embarqué de 11 kW et on pourra monter jusqu'à 100 kW. 100 kW, c'est ce qui se fait à peu près dans la gamme. Il y en a certains qui montent un petit peu plus, jusqu'à 135, voire plus pour du premium. Ça suffit. En gros, un 0 à 80% est donné en 27 minutes avec cette voiture. Au niveau des dimensions de cette voiture, et oui, la Fiat, il y avait la 500, là ils sont passés à la 600 comme à l'époque. La 600, ça a toujours été le modèle un petit peu plus gros. Ce modèle fait 4,17 m de long, 1,78 m de large, 1,98 m avec les rétroviseurs ouverts et 1,52 m de haut. Et on peut voir qu'on n'a pas de barre de toit, mais on a une petite antenne requin sur le haut. Au niveau de l'empattement, 2,56 m, j'ai hâte d'aller voir les places arrière pour voir ce que ça donne. Au niveau du poids de la voiture, elle fait 1600 kg et malheureusement, elle peut remorquer 0. C'est ce qui avait marqué sur la fiche technique. Au niveau des accessoires, on a des jantes en 16 pouces sur la version Red, en 18 pouces sur celle-ci. Pour le moment, il n'y a pas d'option, vous pouvez rien modifier. Vous les prenez comme ça, Red ou la Prima, juste les couleurs de carrosserie. Et comme vous pouvez le voir, sur ces deux voitures, extérieurement, rien ne les différencie à part justement ces jantes. Un petit peu plus petites sur la version Red, plus grandes de ce côté-là avec un motif différent. Sinon, regardez, tout est peint partout sur les deux versions. On n'a pas de plastique ou autre sur l'une ou sur l'autre. Même si celle-ci a les aides à la conduite, on a quand même les capteurs sur les deux puisqu'on a quand même le freinage d'urgence et le freinage d'urgence utilise le même capteur que les aides à la conduite de niveau 2. Ça voudrait dire que celle-ci pourrait en être capable si on le voulait, c'est juste que c'est pas activé à mon avis. À part ça, sur l'extérieur, vous ne ferez pas de différence entre ces deux autos. Par contre, à l'intérieur, on pourra voir qu'il y a une sellerie différente. Et ensuite, c'est surtout au niveau des aides à la conduite que ça va jouer, plus quelques petites options par-ci par-là. Bon alors, sur la face avant de ces voitures, je vous ai mis les deux face à face ici, avec la signature lumineuse, tout allumé, et là, juste la signature lumineuse de jour. Comme on peut le voir, hein, les deux versions, je vous disais, c'est exactement la même chose. Pas mal de nouveautés sur cette voiture, puisque effectivement, tout est nouvelle. La Fiat 600 n'existait pas avant. Donc, nouveau modèle, et on a des 600 à rappeler un petit peu partout. On l'a par exemple ici, déjà sur le côté, aux alentours des phares. Ça, c'est pour rappeler en même temps la petite partie qu'il y avait sur les phares à l'époque, sur les premières Fiat 600 dans les années 1950. Moi, j'ai dépanné. Si vous avez connu cette voiture, n'hésitez pas à me le mettre dans les commentaires. Et
me dire, est-ce que vous pensez que ça représente un peu la même philosophie qu'à l'époque ou pas du tout? Donc on a toujours la 500 et la 600 plus grosse, et on le voit également hein, au niveau du gabarit. Moi à côté, je fais 1m80, on voit que les voitures, ça prend du poids petit à petit avec les années. C'est comme les Porsche. Une 911 de l'époque, on a l'impression que c'est tout petit comparé à une 911 de nos jours. Donc, signature avec le rond ici. Pareil, une sorte de rond, mais divisé en deux parties. C'est entre parenthèses, mais comme ça à l'horizontale. On a des feux en LED, bien sûr, comme on peut le voir ici. On a du full LED pour tout ce qui est à l'avant. Pareil, les clignotants, ça s'allumera sur cette partie. On a les petits anti-brouillard à LED également sur la partie basse. Et comme je vous disais, tout est peint sur cette partie avant. On a ce capot avec deux lignes assez simples qui bombent un petit peu. Ça me rappelle un petit peu les Abarth avec les lignes. Et en fait, on a l'impression que ça fait quelque chose un petit peu plus sportif et marqué. Ensuite, donc le 600 qui est peint et pas l'autre côté. Sur cette version, tout est peint. Sur cette version, on a des petites touches de chrome par-ci, par-là. Le support de plaque ici avec juste au-dessus des petites entrées d'air et sur la partie basse également une grille entièrement peinte avec des entrées d'air puisque effectivement à l'avenir cette voiture sera également en version hybride. On a une voiture avec une garde au sol assez haute, ça passe quasiment partout et une suspension plutôt confortable, on le verra pendant l'essai. Ça reste plutôt bien et c'est un SUV, donc normalement c'est censé passer partout sur les chemins et autres. Voiture électrique, mais en dessous on a tout le bloc électrique, pas de frunk malheureusement à l'avant de ces voitures. Moi je trouve que c'est toujours un petit plus et pas de vérin non plus puisque normalement on n'est pas censé lever à part pour remettre du lave-glace juste ici. Donc clairement entre ces deux voitures la seule différence c'est qu'ici c'est chromé et pas là. Sur le côté, comme ça se veut, un petit peu SUV, les arches de roue ici qu'on retrouve comme d'habitude qui font le tour à partir du côté, mais qui ne fait pas vraiment tout le tour de la lame avant. Des jantes en 18 pouces sur cette version, la Prima, avec une sorte de côté un petit peu diamanté, avec des petites facettes un petit peu tout le long. Le capuchon ici, là, où c'est rempli avec un 600. On a des freins à disque. On a des collègues qui passent, qui font coucou sur le côté. Frein à disque à l'avant, frein à disque à l'arrière également, et bien sûr la régénération électrique sur l'avant. Sur le côté, donc, c'est bas de caisse ici avec la baguette chromée et le 600 qui est affiché ici. C'est une version différente sur la version Red où on aura le 600 qui est juste creusé. Là, ça mène une petite touche un peu plus sexy. Baguette chromée sur la partie haute et ensuite des entourages ici en noir caoutchouc et tout est noir. On voit, à part ça, il y a peu de chrome quand même sur cette voiture. L'antenne requin là-haut en noir et ce petit béquet ici en noir également, tout comme c'est parti. En fait, ça contraste bien. Les rétros en noir également avec les avertisseurs d'angle mort, c'est un petit plus. Sur le côté, on retrouve des poignées type frigo et on aura bien sûr le keyless. Sur l'arrière de cette voiture, on reconnaît quand même les Fiat. On a le logo ici en chromé, sinon il est peint couleur carrosserie sur la version Red là-bas. Le troisième feu stop intégré ici au béquet, on a l'essuie-glace arrière bien pratique et cette partie-là qu'ils ont voulu la même que la Fiat 600 d'époque, qui était beaucoup plus petite, qui à l'époque devait faire ça pour avoir l'accès au coffre. Caméra de recul ici. Ensuite, quasiment tout est peint, sauf cette partie ici qui est en plastique brut. Mais par contre, elle a le petit drapeau de l'Italie, juste ici, au milieu du 600, qui traverse. Je trouve ça plutôt sympa, c'est un détail plutôt rigolo. D'ailleurs, le côté italien ressort quand même pas mal dans cette voiture. Et ensuite, on a une partie peinte sur le dessous, avec les capteurs de parking des aides ici. Les feux arrière, donc en LED également, la partie du clignotant juste ici. C'est rare qu'on ait quelque chose d'aussi simple. De nos jours, les marques aiment bien travailler en plus, mais on a quand même ces petites facettes ici chromées sur l'extérieur. Bon, on a un petit relief 3D, c'est plutôt agréable. Ensuite, au niveau du coffre, alors pour la première fois, on va voir si ça marche. Ils ont dit, tu mets le pied comme ça, et c'est censé s'ouvrir. Ah non, j'ai pas la clé dans la poche. Il faut que la voiture soit fermée, clé dans la poche. Bon, sinon ça ne marche pas. Mais bref, ils ont mis l'option avec le balayage du pied. Version motorisée sur la Prima, la version de base ne l'a pas. Au niveau du coffre, on a un volume de coffre de 360 litres. Les versions hybrides auront un coffre un petit peu plus spacieux à 385 litres. Ici, on a un double plancher où on pourra ranger ses câbles de recharge juste en dessous. Ça, je trouve que c'est un plus parce que par exemple, quand il pleut ou autre, les câbles sont mouillés, il vaut mieux les mettre en dessous plutôt que de mélanger avec ses affaires. Vous me connaissez et je sais que vous insistez à chaque fois. Hop. Alors, 360 litres, ça ressemble à ça. Donc on y loge un Nico, on a la plage ici en dur, un éclairage LED en blanc de ce côté-là et de quoi
tenir ses sacs. Par contre, j'ai l'impression que ce plancher ne tient pas si bien que ça. Ah non, c'est moi qui l'avais mal fixé. Bon, il y a quand même un petit peu de place, plus que dans une Fiat 500 en tout cas. On va voir maintenant les places arrière, ce que ça donne. Alors, au niveau des places arrière, allez, on vient ouvrir cette porte. Donc il faut bien enjamber pour monter ici à l'intérieur. Et je viens m'installer là. Je relève mon appuie-tête. Alors moi je fais 1m80, le siège à l'avant est réglé pour moi, c'est moi qui conduisais. J'ai de l'espace, franchement c'est plutôt correct. Au niveau de la tête, il me reste de l'espace également. J'ai un petit éclairage en LED juste ici également là-bas. Alors ils sont assez marrants. Alors ils sont tactiles, il faut bien viser au milieu. Des poches ici à l'arrière des deux sièges sur cet effet cuir. Alors c'est des sièges en matière recyclée, je crois qu'il y a jusqu'à 200 bouteilles dans les sièges. Les sièges, qu'est-ce qu'on en pense niveau confort? Alors c'est une banquette plutôt plate avec très peu de maintien latéral tant au niveau de l'assise que du dos. Par contre c'est spacieux, ça n'est pas une voiture qui se veut sportive, donc pourquoi pas, et c'est bien, ça me laisse plus d'espace et plus de liberté justement de mouvement. Au niveau des pieds, j'ai de l'espace. Après, on a des bacs qui remontent un petit peu en dessous des sièges. Pourtant, les rails sont montés un petit peu en hauteur. On aurait pu mettre ses pieds, mais on a une partie qui remonte sous le siège. Donc, on est un petit peu bloqué. Je ne peux pas vraiment tendre plus mes jambes. Au niveau de la tête et tout, comme je vous dis, c'est plutôt bien. La portière. Alors, portière entièrement en plastique. Au niveau de l'ouverture de la fenêtre, au moins une bonne chose, elle s'ouvre totalement jusqu'en bas, ce qui permet de mettre son coude et son avant-bras ici sans que ça fasse mal, surtout que c'est bien arrondi. C'est plutôt bien. Poignée, une enceinte sur le bas, mais vraiment du plastique partout. Pas d'accoudoir central. La troisième ceinture se situe ici directement sur la banquette qui se rabat, elle, en 2 tiers, 1 tiers. Ce que j'aime bien, c'est les petits Fiat partout. C'est original. Par contre, là, on a un gros tunnel central. C'est une voiture électrique. Pourquoi ils ont mis un tunnel central? Normalement, en voiture électrique, on se fait des planchers totalement plats. Alors, je veux bien qu'il y ait une version qui arrive en version hybride, mais si vous avez mis un tunnel central comme ça, j'espère que vous allez me faire une version 4 roues motrices en électrique ou pas, mais même en électrique, 4 roues motrices, on n'a pas besoin de ça. Donc, j'espère, Fiat. Sinon, ce serait bien de l'enlever. Hop, place du milieu, elle est plutôt confortable. Ici, les ceintures sont montées sur des lanières, donc ce qui permet de pouvoir les bouger un petit peu. Elles ne me gênent pas. Au niveau des pieds, donc je suis obligé d'avoir les jambes énormément écartées pour enjamber en fait cette grosse partie du tunnel central. Donc je vais empiéter un petit peu sur l'espace des passagers arrière. Au niveau de la tête, il me reste encore de l'espace, c'est plutôt bien creusé. J'ai de l'espace au genou, c'est un poil plus ferme ici. Le dossier est un peu différent et pareil, je me balade un petit peu sur le côté. On a les fixations top taser et Isofix sur les deux extrémités ici. Pas de top taser ici et pas d'Isofix non plus à l'avant. Donc on pourra mettre 2 sièges bébés sur cette partie arrière. Bon, sinon, c'est plutôt spacieux et le fait que ce soit clair, moi je trouve ça un petit peu plus convivial. Pas de climatisation à l'arrière, pourtant c'est la version haut de gamme, mais on a juste un petit port USB-C de ce côté-là. Je vous emmène découvrir l'intérieur, mais je vous fais un petit 3/4 comme ça parce que j'aime bien les 3/4 en ce moment, hein, si vous suivez la chaîne. Bon, je trouve ça sympa, on retrouve quand même toutes les lignes de Fiat et surtout de la 500 et maintenant de cette 600. Comme je vous disais, la petite partie chromée. Là, ici, on recharge de ce côté-là. La poignée type frigo. Ensuite, on arrive sur une portière. On a des plastiques durs tout autour de cette portière. Donc, dur. Et ici, une sorte de partie moussée avec une finition un peu sorte cuir, mais qui n'est pas du cuir. Ensuite, la poignée pour refermer avec une sorte de petit vide-poche. Ici, on peut mettre quelques pièces ou autres. La poignée pour ouvrir. Les fenêtres, verrouillage des fenêtres, réglage des rétroviseurs, un haut-parleur sur le bas. Ensuite, ici, des nouveaux sièges électriques pour moi ici. Et on peut les voir qui sont en blanc ici à l'intérieur avec ces surpiqûres ici, plus le Fiat en bleu comme ça, bleu turquoise un peu, c'est très sympa cette ligne. Et surtout, regardez ici, on a le massage. Ces sièges sont chauffants et massants. Les gros appuis-tête. Double pédale ici, de quoi ouvrir le capot à l'avant. Et ici, on n'a rien comme option. Tout se fait au volant. Allez, je m'installe à l'intérieur. Je vais me reculer au maximum pour vous donner la meilleure visibilité. Comme vous pouvez le voir actuellement, il y a la caméra qui est activée puisque je l'avais activée tout à l'heure en marche arrière. Hop, voilà le point de vue que j'ai lorsque je suis conducteur. Volant quasiment rond, juste un petit méplat sur le bas et le logo 600 ici en plein centre. Ensuite, ça les mêmes touches
que chez Stellantis, hein, puisque Fiat fait partie de Stellantis maintenant, comme Jeep, comme Lancia, comme Peugeot, comme Citroën. Ici, les touches pour le régulateur, le limiteur, plus vite, moins vite, la distance en appuyant sur le bouton, et ici l'assistant ou le limiteur activé ou désactivé. OK pour valider et confirmer par exemple les panneaux. De ce côté-là, c'est le volume, changer de radio, volume ici, décrocher au téléphone et une commande vocale. Derrière, on retrouve ici les appels de phare, on a le mode automatique pour les feux de croisement, et sur la droite, ce sera les essuie-glaces. Lorsqu'on appuie sur le petit bouton, ici, ça nous donne nos consommations en instantané, ou la consommation moyenne. Là, sur 128 km, on est sur des routes de montagne, on a fait plutôt que monter ici, on est à 17,8, c'est plutôt correct. On retrouve donc cet écran ici carré avec ces informations. À l'intérieur, donc la vitesse sur le haut, je suis en mode parking, les consommations ici qui peuvent être affichées. En bas, l'autonomie restante, 57% restant avec le kilométrage, ce qui me reste de batterie sur une jauge. Et 376 km, c'est le trip de cette voiture. Voilà à quoi ça ressemble. De ce côté-là, c'est l'écran que l'on connaît. Par contre, il est tactile. On a des touches ici. On peut pas balayer là. On peut fermer la caméra. Et ensuite, là, voilà, j'avais activé ça. On a des widgets sur la première page, la touche Home ici. Je peux faire déverrouiller comme ça. Gauche-droite, ah, si voilà, c'est ça. On a ça. Je peux fermer, rajouter des petites choses. Et ensuite, j'ai les touches en dessous de raccourci. Home, voiture, verrouillage et warning. Ça, c'est le bruit du warning. Verrouiller et touche Home, puisque là, je suis ici. Touche raccourci pour les aides à la conduite. Aide au maintien en voie, on peut le désactiver directement ici. Ensuite, c'est des raccourcis. Ensuite, j'ai toutes les fonctions. Ce qui est bien, c'est que j'ai mon raccourci. Dès que j'appuie là-dessus, hop, je viens et ça va dans ma touche raccourci que je peux personnaliser à cet endroit-là. Je vous ferai une vidéo plus tard si vous souhaitez de toutes les options. Ensuite, on a toutes les pages de widgets ici comme sur un smartphone. Et en gros, on pourra retrouver quasiment tout directement ici. Les aides à conduite, la clim, l'aide, l'énergie par exemple ici pour nous dire ce que la voiture fait, les statistiques. Et ensuite, la charge par exemple si je veux programmer ou autre. Alors, pour retourner en arrière, comment on fait le retour en arrière? Ça, je me souviens plus. Ah, je sais plus. Non, bah non, je vais juste retourner en arrière. Moi, je vais appuyer sur Home. Ça, une autre page ici, les murs d'application. Alors, niveau application, ça ressemble à ça, vraiment comme sur un smartphone. La navigation, les sièges ici, siège chauffant, seulement on n'a pas les options de massage. Et je retourne ensuite ici au Home. Fonction chauffage, on a des raccourcis ici. En fait, vous voyez qu'on peut tout personnaliser pour avoir des raccourcis directement sur les premières pages. Ça sert à rien forcément de rentrer dans les menus ou autres, ou sinon on a vraiment les petits raccourcis Home et voiture. Plus bas, on a le volume ici. Là, on capte pas parce qu'on est dans les montagnes. Un petit peu plus haut, plus froid pour la température. On n'a pas de bizone. On a la clim auto quand même, des embuages avant, arrière. Le menu climatisation qui peut apparaître ici pour savoir où est-ce que je veux me faire ventiler. Donc là, par exemple, je veux sur les 3 et ensuite recyclage d'air, climatisation, max et éteindre la clim et la ventilation plus ou moins forte directement, ou je peux le mettre en auto ou moins fort et ça s'affichera ici en tout petit. Regardez la ventilation, là le tout petit ventilateur qui va monter ou descendre. Moi, j'aime bien le laisser sur une demi-pale pour que ce soit très discret. Ensuite, plus bas, on a un endroit pour poser son téléphone à cet endroit-là. Ici, ensuite, on a la partie sélecteur de vitesse, parking, reculer. Alors, il faut que je démarre la voiture. Reculer ici. Vous avez entendu ce bruit? On dirait pas le départ dans Mario Kart, ça m'éclate. Parking, reculer, neutre, drive et le mode B, le mode break. Donc, on a le D qui s'allume et le mode B qui s'allume également à côté lorsqu'on l'active. Un petit peu plus bas, on retrouve deux ports USB, un USB type A, un USB type C, la prise allume-cigare juste ici, et ensuite on retrouve un chargeur par induction, on va pouvoir ranger son téléphone. Ensuite plus bas, on retrouve un grand bac de rangement, la clé ici, donc la clé on la connaît bien sûr, hein, c'est toujours la même que sur les autres groupes, sauf qu'il y a marqué Fiat à l'arrière.
Normalement, ici, il y a une pochette, un petit peu comme dans l'Avenger, où c'est un petit peu comme les rangements d'iPad, tac, 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 ça se remet et c'est aimanté à cet endroit-là. C'est plutôt joli et ça fait que c'est fermé. On peut bien sûr l'enlever et là, elles n'ont pas été livrées avec, malheureusement. Là, le frein de stationnement, hop, quand ça passe rouge, c'est là. Les drive modes ici qui va me permettre de choisir entre sport, normal et éco. On va quasiment avoir aucune différence sur les affichages, on va juste avoir les couleurs qui changent un poil. On a même un éclairage d'ambiance, vous allez voir au début de la vidéo, quand je commence dans un parking. Un petit peu plus bas ici, on a de quoi ranger des petites bouteilles à boire, comme ça. Donc on peut en ranger 3 comme vous le voyez, et un accoudoir ici qui se lève avec encore du rangement. C'est plutôt spacieux, et niveau rangement, comme vous pouvez le voir, on a du rangement là, on a du rangement là, on a du rangement là, on a du rangement là. Et au final, ça en fait pas mal, tout comme dans les portières. Ça fait de quoi stocker pas mal de choses juste ici. Cet accoudoir ici est coulissant. La boîte à gants, hop, on l'ouvre ici. Alors, elle est très spacieuse et super profonde. Alors ça, c'est un vrai avantage, surtout que comme on n'a rien à mettre devant, c'est plutôt pratique. Par contre, alors regardez, en fait, quand je suis là, je ne sais pas si vous voyez, mais j'ai que ça d'espace quand mon siège est réglé pour moi et que je vais ouvrir la boîte à gants. Donc, pas très pratique. Ensuite, au niveau ici, on a une partie un petit peu peinte ici en mat. C'est joli et l'éclairage d'ambiance sur dessus. Et là-haut, on a des petits rappels Fiat, Fiat, Fiat. Ici, voilà, c'est plutôt pas mal. Sur le haut, rétroviseur sans bord. Là-haut, on a les ceintures. Ici, on a en LED, de cette façon, l'éclairage, la touche SOS. Ici, pour ouvrir le coffre à distance et la touche d'assistance. Le bouton Start and Stop pour la voiture. Là-haut, on retrouve ça. Par contre, on n'a pas d'éclairage. Et le support de carte juste ici. Des haut-parleurs également dans les montants. Des poignées seulement à l'avant. Seulement passager. C'est rare ça. J'avais jamais vu la poignée seulement passager avant et pas arrière. Voilà à quoi ça ressemble à l'arrière. Bon, il ne reste plus qu'à aller l'essayer, cette nouvelle Fiat 600, et voir ce que ça donne sur la route. C'est là où c'est le plus important. Allez, let's go. Bon, je commence avec cette voiture dans un parking, comme ça pour vous montrer un petit peu l'éclairage d'ambiance qu'on a ici. On a dans le bac de rangement à cet endroit-là, on a qui fait le tour du tableau de bord ici, et dans les bacs de porte. Même si c'est la version Red, l'entrée de gamme, on a quand même l'éclairage à l'intérieur, ce qui est quand même bien parce que souvent, on peut voir que c'est sur les voitures qui sont un petit peu plus optionnées. On a une direction très légère, c'est super bien assisté. Pour la ville, les parkings et autres, ce serait quand même un vrai plus. Là, je suis mon collègue devant. La pédale de frein plutôt progressive. On sent qu'on a quand même un bon mordant dès qu'on appuie un petit peu plus. On n'a pas de bruit. C'est très silencieux. J'entends juste un petit peu, parce que là on est dans une zone vraiment silencieuse et ça résonne un peu dans le parking, le bruit pour les piétons. On va voir ce que ça donne en extérieur, mais en tout cas c'est vrai que les moteurs ont été retravaillés et niveau moteur c'est top de chez top. Et encore, je peux mettre le mode B qui sera le mode break avec la régénération, mais ça ne va pas jusqu'à l'arrêt. Allez, c'est parti dans cet univers urbain. Direction agréable, ça tourne pas trop mal, ça reste quand même une voiture qui s'est allongée, agrandie comparé à la petite Fiat 500. On a ce côté agréable. Juste bien me régler le volant, hop, comme ça. Voilà, parfait. Et réinitialiser le menu, comment on fait ça déjà? Bon, pour les démarrages en ville, voiture électrique, ça accélère plutôt bien, hein. Alors ça part franchement délicatement et ensuite ça accélère un petit peu. Je crois que c'est la 500 qui avait vraiment un caractère assez dynamique. Alors les drive modes ici, je vais pouvoir mettre le mode sport, et le mode sport, ouais, on voit un petit peu plus tout de suite. C'est vrai que ça a ce petit côté sympa, les voitures électriques, et c'est des accélérations assez franches et surtout c'est très instantané. Et pareil avec le mode B, ça freine, j'ai l'impression que ça freine presque un petit peu plus. Pas forcément, c'est peut-être une impression. Est-ce qu'on a un auto-hold? Ça c'est un démarrage en côte. Ouais, non, on n'a pas de auto-hold dessus.
Bon, le but c'est pas forcément d'appuyer à fond tout le temps avec cette voiture, c'est pas forcément fait pour. Là je suis parti avec 100% de batterie, on va voir ce que ça donne. Je sais plus exactement combien de kilomètres, je crois qu'on a 2 heures de route là. On va traverser un petit peu les alentours de Strasbourg pour aller jusqu'à Colmar par les petites routes, voir ce que ça donne. Bon, en tout cas pour la ville, ça reste idéal comme voiture, clairement le côté électrique, la facilité, la manœuvrabilité, l'aisance à la direction, il y a quand même pas mal d'avantages. Et plutôt que de rester en mode sport pour pas forcément consommer trop, je vais repasser en mode normal et je sais pas si c'est qu'une impression, mais j'ai l'impression que le mode B entre sport et normal, il y a une petite différence. Je vais rester en mode normal. Alors, on réutilisera peut-être le mode éco tout à l'heure pour se faire les tests d'accélération. La direction est vraiment légère, hein. C'est très assisté. Alors je pense qu'en dynamique, est-ce qu'en sport la direction change? Alors, en sport la direction ne change pas, mais par contre c'est quand même assez réactif. On sent que on a une suspension très molle, alors ça prend énormément de roulis. On va voir ce que ça va donner sur les petites routes. Par contre, je pense qu'on aura quand même un confort assez bien, puisque avec ces suspensions, la voiture vraiment elle bouge un petit peu dans tous les sens. Il faudra voir ce que ça donne. Alors là on est à 70. J'ai quand même un assistant ici. 70 km/h. J'ai très peu de bruit de roulement. Alors là j'ai un gros camion à côté. J'entends un petit peu légèrement ce qui se passe à l'extérieur, mais ça reste franchement bien. Ils ont revu le moteur qui fait 50% de bruit en moins comparé à l'ancienne version. Il y a un petit peu de bruit de roulement, mais sinon ça reste plutôt bien. Alors cette fois-ci je me mets à 90, c'est passé à 90 ici. On a un beau goudron propre, c'est les goudrons récents. Franchement, c'est très bien insonorisé. J'ai pas la conduite de niveau 2 aujourd'hui parce que je suis sur la version Red. La version La Prima, elle, a toutes les options, caméra 360, conduite niveau 2, toutes les assistances qui vont bien. Là, à 90, franchement, c'est bien insonorisé. C'est agréable. Surtout sur ces nouveaux goudrons. Les nouveaux goudrons, là, je sais pas comment ils ont fait ça, mais ça devient hyper silencieux. Absolument pas de bruit de moteur. C'est quand même assez intéressant. Alors on n'a pas consommation en instantané. Ah, c'est des kilomètres par kilowattheure. Ah ouais. C'est plus compliqué à lire ça et à comprendre. Là je suis repassé sur un autre goudron. On entend un poil plus les bruits de roulement. Mais au final non, ça reste quand même vraiment bien insonorisé. Alors là on va avoir une zone où on va pouvoir passer à 110 km/h. Ça relance franchement bien. La voiture réaccélère si besoin, même en mode normal. On y va progressivement parce que devant il y a quelqu'un. Mais ça y va plutôt bien. Je me remets mon régulateur, 110. J'ai de très légers bruits du vent mais qui sont vraiment pas dérangeants. Les bruits de roulement restent franchement bien contenus. C'est plutôt bien. On entend un poil de camion. Alors celui-là a l'air de faire pas mal de bruit. Par contre, lorsqu'il n'y a personne devant, c'est plutôt agréable. La direction, même à haute vitesse, la voiture elle reste vraiment, c'est assez flou. Après, c'est pas une voiture qui est faite pour être dynamique. Peut-être que Abarth sortira une version, la Abarth 600E, comme ils ont sorti sur la Abarth 500 électrique. Ça pourrait être fun d'avoir un côté un petit peu plus gros comme ça en Abarth. Mais là, c'est vraiment la voiture du quotidien, la petite famille, typée confort et avec une autonomie vraiment raisonnable parce qu'aux alentours de 400 km en mixte, ça devient quelque chose qui est intéressant.
Ah, parfait. On passe sur une zone à 130 km/h. Donc ça me permet de réaccélérer de 110 à 130. Voilà, ça y va vraiment bien. Donc les 156 chevaux sont présents et surtout en électrique, on a ce couple instantané toujours, donc pour les relances, pour doubler et autres. Ah, c'est franchement facile. À 130 km/h, on commence à avoir un petit peu de bruit aérodynamique, comme quasiment toutes les voitures, hein, ce qui est tout à fait normal. J'entends peu ce qui se passe autour, les voitures qui roulent à côté de moi. Peu de bruit de roulement, mais surtout un petit peu de bruit du vent. Et après, voilà, comme ça reste une voiture électrique, eh bien, c'est super silencieux, on n'a pas de bruit de moteur, comme d'habitude. À 130 km/h, ben, je suis vraiment pas mal. Hein. Je suis bien installé. J'ai mon petit accoudoir qui tombe bien là où il faut, des deux côtés. Il me manque plus que les aides à la conduite, mais ça, il faudrait passer sur la version supérieure. Mais déjà, au moins avoir le régulateur, ça reste maintenant la base. Hein. Bon, on arrive là dans des petits villages proches de Strasbourg. J'avoue que des fois, j'ai peu de mal à prononcer le nom des villages ici. Et on va normalement se faire la route des vins, qui est normalement une très belle route. Oui, bien là, c'était nous les prioritaires, mais le monsieur ne s'arrête pas. Bah oui, on ne s'arrête pas, monsieur. En tout cas, pour la ville, c'est toujours ce côté assez agréable. Le monsieur regarde la voiture et c'est pas le premier. Beaucoup de gens se retournent sur cette voiture, parce qu'effectivement, elle n'est pas encore sortie vraiment, et on n'en voit pas sur les routes. Elle est rouge, d'un beau rouge. Pourtant, c'est les versions la Prima, mais sur ce modèle entrée de gamme, qui reste quand même une belle voiture, hein, bah, les gens se disent waouh! Par contre, là, j'ai le soleil là et j'ai beaucoup de reflets à cause du tableau de bord sur ma vitre. Après, ça, c'est le côté un petit peu soleil, forêt. Ça joue un petit peu, mais pas mal de reflets. Après, lorsqu'on est à l'ombre, pas de souci. Ok, très agréable. On a fait un petit trou de pavé. Malheureusement, c'était derrière. Et je ne l'ai pas filmé parce que j'ai pas eu le temps d'allumer les caméras. Mais c'est vraiment confortable. Et pareil, il y a des sortes de petits dodanes. On sent que la voiture est vraiment très typée confort. Dans la direction... Ah, c'était Andelo ici. Très mignon ce petit village Andelo. La direction est toujours très légère. Là, pour doubler les cyclistes, les relances, je pense, sont correctes. Alors, c'est pas extraordinaire, mais ça marche suffisamment bien. Une direction vraiment légère. Alors, je n'ai pas l'impression de sentir vraiment ce qui se passe. Je pense qu'en dynamique, ça va peut-être être moyen sur le ressenti. Ouais, on ne sent pas grand chose sur le train avant, mais par contre il y a des relances correctes et bah, toujours ce côté agréable. Et là par contre on est à travers tous les champs de vignes et j'avoue que c'est quand même vraiment joli. Hop. Le freinage, on commence toujours à freiner en électrique et ensuite quand on freine un peu plus fort, ça va venir freiner sur les plaquettes. Mais sur le début, c'est toujours le freinage régénératif et pareil, ça c'est plutôt intéressant. J'aime bien, franchement, à conduire à la cool, c'est plus intéressant. C'est pas une voiture qui se conduit vite, mais pareil, c'est la petite voiture de famille. Et là, j'ai réalisé 44 km et j'ai utilisé 14%. Ce qui reste franchement correct. Iterswiller. Très sympa. Je vous jure, c'est impressionnant le nombre de personnes qui, lorsqu'elles voient cette voiture, s'arrêtent, se retournent et se disent, je sais pas ce qu'elles se disent en fait, mais bouche bée. Et ça fait à peu près 7-8 personnes qui font ça. C'est incroyable. Elles en voient une, elles voient la deuxième et elles se disent, mais là, est-ce que c'est vu monsieur là? Ouais, pareil. Ils ont regardé là, ils regardent de l'autre côté. Incroyable, j'aurais jamais pensé. Il y a des fois, je suis en McLaren ou en Porsche, les gens se retournent pas autant. Incroyable. Bon, le moment du 0 à 100, c'est parti. Allez. Ça accélère un peu, on sent que c'est coupleux. 50, 55, 77, 90 et 100. Bon, c'est correct. 9 secondes annoncées par Fiat, comme on peut le voir
Dans la réalité, c'est largement suffisant. Ce n'est pas sportif, mais ça va quand même bien. C'est pas toutes les voitures qui font l'équivalent de 156 chevaux. On n'a clairement pas besoin de plus. Et pour quelqu'un qui roule une voiture du quotidien en thermique, on va se rendre compte que même ces accélérations sont quand même franches et vraiment, je la trouve homogène. En fait, elle est bien. En gros, c'est une bonne voiture. Il y a la puissance nécessaire. Il y a un bon confort. C'est plutôt bien insonorisé. L'autonomie a l'air plutôt correcte. C'est une bonne voiture à un tarif bien placé, comme Fiat l'a voulu. Tant qu'on a tous ces bonus, ces aides de l'État, je pense que ça reste une bonne alternative à pas mal de modèles. Et puis avec un look surtout très différent. Et on garde toujours ce côté Fiat, quoi. Et avec cette bouille très sympathique. Et vraiment le regard des gens, c'est bluffant. Je m'y attendais pas. Alors, on est parti avec 100% de batterie. Là, j'en suis arrivé à 80% de batterie. Donc, si on divise, ça fait 1/5. J'ai réalisé 72 km avec 20% de batterie. Donc, si on multiplie 72 par 5, ça nous fait 360 km réels dans les conditions dans lesquelles je l'ai fait. J'ai la clim qui tourne. On a fait un petit bout d'autoroute. J'ai fait quelques accélérations, des petites relances et autres. Ce qui reste plutôt correct, 360 km. Après, bien sûr, il faut se dire qu'on ne va jamais jusqu'à 0. Donc on enlève 10%, donc on enlève 36 km en gros à 360. Donc on fera un réel sur du mixte sur entre 300 et 350 selon les conditions. Bien sûr, beaucoup moins si on fait que l'autoroute, puisqu'une voiture électrique, ça consomme forcément plus à partir du moment où on roule vite à 130 km/h. Et ça reste toujours pas l'idéal encore à 130 km/h. 110, ça reste des vitesses acceptables, mais 130, voilà, il y a beaucoup de vent qui tape sur la voiture, qui force, et ça consomme malheureusement encore un petit peu beaucoup à 130. Mais plus de 300 km réels, entre 300 et 350, ça devient intéressant. C'est annoncé jusqu'à 600 km en ville. 600 km, j'ai peut-être un petit peu de mal à y croire. Après, la ville, c'est vrai qu'on accélère. Si on accélère vraiment gentiment en mode éco et qu'on joue bien le jeu de la régénération, peut-être que c'est possible. Ils ont dû réussir à le faire pour les homologations. Mais voilà, c'est des conditions assez particulières. Comme d'habitude, le petit test rond-point. On va voir ce que ça donne. Alors, dommage, j'ai un petit peu de monde qui rentre. Donc je m'appuie un petit peu sur mon siège, mais j'ai quand même un maintien plutôt correct. Quand on commence à prendre du rythme, ça s'ouvre énormément, mais l'ESP est là pour me sauver. Le monsieur est rentré, beau Range Rover SVR, mais allez, je mets un peu de rythme. Ouais, ça s'ouvre, mais dès qu'on relâche un petit peu, l'ESP tient un petit peu la voiture. Elle s'appuie un poil, et sur le changement d'angle, voilà, on sent que vraiment ça se balance de l'autre côté. J'étais en sport là. C'est correct, il y a un bon maintien en tout cas dans les sièges, ça reste le vrai plus. Mais on sent que c'est pas forcément la voiture faite pour aller super vite. Alors, j'ai changé de version, je suis passé dans la version La Prima, qui est la version haut de gamme. Donc on peut le voir, siège blanc, siège chauffant, siège massant pour une première ici, et je vais pouvoir justement en profiter maintenant à me faire masser un petit peu de l'eau. D'habitude il n'y avait pas ça, et on passe quand même sur un segment un petit peu supérieur maintenant. C'était ici, mais mon collègue n'a pas voulu tourner, alors je vais le suivre parce qu'on doit se suivre. Ah, je suis désolé, l'autre s'est éteinte. On garde le même châssis, la même chose, sauf que c'est des options supplémentaires et une finition un petit peu différente. Donc on peut voir à l'intérieur des sièges un petit peu plus haut de gamme, les sièges massants. On a le GPS cette fois-ci qui n'était pas disponible sur la version entrée de gamme. On avait quand même l'Android Auto, l'Apple CarPlay sans fil sur la version de base que j'ai également ici, mais cette fois-ci j'ai le GPS d'intégrer et quelques petites options, les caméras 360, la caméra de recul. Si je passe en R cette fois-ci, eh bien je peux voir, ah non, même pas, ah si, j'ai eu peur, ah caméra 360, mais
c'est pas une vraie caméra 360, c'est la caméra 360 comme on connaît chez Stellantis. Il faut reculer un petit peu pour avoir le 360, donc c'est un fake 360. Ça c'est un petit peu dommage. Sinon, on garde la même chose sur la voiture. Donc là, j'avais laissé la fenêtre ouverte parce qu'en fait, il fait vraiment bon aujourd'hui. Je m'attendais pas à ça, quasiment à fin septembre à Strasbourg, qu'il fasse, il fait combien d'ailleurs, 24 degrés. C'est une belle journée. Bon, l'avantage également, c'est que dans celle-ci, j'ai le centrage de voie, la conduite de niveau 2, le régulateur adaptatif, ce qui me permet d'être quand même beaucoup plus relax, que je sois en ville, sur des routes de campagne ou sur autoroute. C'est vrai que c'est un plus. Alors c'est 50 € de plus par mois sur les LOA. Si vous prenez de la LOA, vous avez un petit peu les moyens et que vous pouvez vous permettre 50 € de plus par mois, clairement j'opterai directement pour celle-ci. Après, si vous payez comptant ou à crédit, c'est effectivement un petit peu plus cher. Mais sur la LOA, j'avoue que 50 € de plus par mois, bah, je pense que personnellement je les mettrais. Ça fait une petite différence, mais je pense que ça vaut le coup. C'est un intérieur un petit peu plus sympa. Et rien que pour les aides à la conduite, j'avoue que moi personnellement ça me change la vie. Donc là par exemple, je suis la voiture de devant. Je peux ne toucher à rien. Le volant se centre. Les pieds, je ne touche pas. Et normalement, elle va jusqu'à l'arrêt. Et elle a le stop and go avec la fonction embouteillage. Je suis arrêté, tout se passe bien, impeccable. Il y a le auto hold et j'ai pas le auto hold en fait que je peux activer comme ça. Je sais pas si je l'ai de là-haut. Non, on n'a pas de raccourci auto hold ou autre. Le auto hold s'active avec les aides à la conduite. Sur autoroute, toujours aucune différence, à part que là, cette fois-ci, je me fais conduire, ce qui reste un vrai plus. Il faut laisser les mains sur le volant, bien sûr. Et c'est assez rapide, hein, le moment où elle vous dit remettez les mains sur le volant. Alors là, je suis sur une route pavée. On entend aux vibrations, mais franchement, hyper confort. La suspension est vraiment typée confort. Et c'est ce que j'ai avec cette voiture. Elle donne pas envie de rouler vite, elle donne envie de rouler à un rythme cool, comme je le fais vraiment la plupart du temps. Et en fait, de profiter tranquillement, de se balader. Et justement, dans ce paysage, je trouve que c'est l'idéal. Et avec un point de vue un petit peu différent, je me mets en mode sport, puisque bon, on est sur la chaîne mécanique sportive. Et on va voir ce que ça donne ici. La direction, hein, franchement, on remonte très peu d'informations. Ça patine un poil, il y a beaucoup de couples. Ça accélère, comme vous pouvez voir, suffisamment. Ça tient plutôt bien la route, mais on a très peu d'informations. Mais j'adore ce genre de route. Même avec ce genre de voiture, on peut s'amuser, même si c'est absolument pas fait pour. Hop, ça freine plutôt bien. Et on remonte tranquillement. Et comme vous pouvez le voir, hein, les accélérations pour remonter à 80, même en montée, se font facilement. Et l'avantage, c'est pour les routes de montagne, c'est le mode B, qui va être le mode break, où je vais pouvoir, en anticipant un petit peu, utiliser que la pédale d'accélérateur. Par exemple, là ça tourne, je relâche un peu, ça freine, et je suis à bonne vitesse. Je relâche ici, frein moteur, et j'arrive à la bonne vitesse. En anticipant un petit peu, c'est juste parfait, et je peux réaccélérer tranquillement. Et en fait, je vais juste jouer avec l'électricité. Là, je consomme un petit peu, je relâche, ça freine, ça recharge la batterie. Hop, j'arrive peut-être un poil vite, et hop, à la cool. Bon alors, cette Fiat 600 électrique, qu'est-ce qu'on en pense? Ce que j'aime bien, c'est qu'on garde le côté Fiat 500, mais la même philosophie en plus gros. Ce qui est bien, c'est que si vous avez besoin d'espace, effectivement, il y a plus d'espace. L'avantage ou l'inconvénient, selon votre point de vue, c'est qu'elle est 100% électrique. On a le côté confortable pour tous les jours au quotidien. C'est agréable à conduire, c'est réglé, soft et confort. Et franchement, c'est une bonne voiture. Après, l'électrique, ça ne plaît pas à tout le monde, mais pour ça, il y aura des versions hybridées qui vont arriver en 2024. Au niveau du confort, j'ai trouvé que cette voiture était plutôt bien. C'est assez spacieux à l'intérieur. Niveau volume de coffre, personnellement, moi, ça me suffirait. Effectivement, si vous êtes une grande famille, peut-être choisir un petit peu plus gros. Mais là, je pense que c'est le bon mix. C'est ce qu'ils appellent des B SUV. Il y a plusieurs catégories, les types A, B, C, D. En fait, plus la lettre grossit,
plus c'est spacieux et surtout volumineux. N'hésitez pas à me dire ce que vous choisiriez, vous, plutôt version électrique ou plutôt attendre un an et version hybride, et d'ailleurs ce que vous pensez en général de cette voiture au niveau du look, du gabarit et de l'espace intérieur. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner et à mettre le petit pouce bleu. Comme ça, je compte vraiment sur vous. On est bientôt à 100 000 personnes d'abonnés sur YouTube. Merci encore à tous ceux qui le font. Ça joue énormément pour moi et ça compte vraiment beaucoup. Bon, je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao!